Très bien. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, comme l'avait présenté Benjamin, on va parler, c'est la deuxième séance sur les déchets dangereux, de l'atelier déchets dangereux, et on va faire un focus sur les déchets d'atelier. Donc, moi et ma collègue Winifred, qui est la responsable du pôle automotive, donc on va vous présenter la gestion de projet pour les ateliers. Donc, on va commencer par une petite présentation sur les déchets d'atelier d'une façon générale. Ensuite, on va présenter avec des exemples comment ça se passe en termes de gestion de projet, de mise en conformité et d'animation de plan de progrès. Ensuite, on a prévu un petit retour d'expérience et on finira sur le recyclage des déchets dangereux pour vous présenter comment ça se passe concrètement sur un centre de traitement. Donc, les déchets d'atelier. Donc, ce sont des déchets qui sont issus de la réparation des véhicules et de la réparation ou de l'entretien des véhicules. Ils peuvent présenter un réel danger pour l'homme et l'environnement. Donc, la loi du 15 juillet 1975, complétée par la loi du 30 décembre 1988, porte sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux. Donc, les déchets disposent de caractéristiques propres selon la composition et la dangerosité de ces déchets d'atelier. Et donc, ils doivent être triés, stockés et traités différemment pour permettre leur prise en charge et la valorisation dans les meilleures conditions. Donc, tout déchet qui présente une ou plusieurs caractéristiques dangereuses énumérées par l'annexe 1 de l'article 541, ils sont signalés par un astérix dans la liste des déchets de l'annexe 2 de l'article. Donc, le mélange des déchets dangereux, bien évidemment, au niveau des ateliers, est complètement interdit, sauf dérogation. Donc, depuis le décret du 29 juillet 2005, la loi impose l'émission d'un bordereau de suivi de déchets. On en avait parlé lors de la première séance et on vous a présenté toute la partie traque déchets qui va complètement dématérialiser les BSD à partir du 1er janvier 2022. Donc, les bordereaux de suivi de déchets, c'est un CERFA qui permet de suivre, de garantir la traçabilité des déchets dangereux, du moment de la collecte jusqu'à l'élimination finale. Donc, tout en sachant qu'en cas de non-respect des conditions d'élimination des déchets, le producteur des déchets sera facturé des frais de mise en norme. Il aura des sanctions pénales qui sont également prévues pour toute personne qui contrevient à la loi. Elles peuvent aller d'une amende de 305 à 75 000 euros, jusqu'à une peine de prison de 2 mois à 2 ans. Donc, ces déchets qui sont présents au niveau des ateliers et auxquels nous, on est confrontés parce qu'on assure leur gestion, donc ils sont déterminés par le Code de l'environnement. Donc, le Code de l'environnement précise une liste unique des déchets à utiliser. Donc, cette liste classe les déchets avec un code de 6 chiffres. Et tout déchet dangereux, il est marqué d'un astérix qui permet de le différencier par rapport aux déchets non dangereux. Donc, les déchets sont classés en 20 chapitres, eux-mêmes divisés en sections. Et les chapitres de 1 à 12 et de 17 à 20 sont définis d'après la source produisant le déchet. Donc, aujourd'hui, cette liste de déchets dangereux qu'on trouve au niveau des ateliers, c'est les filtres à huile, c'est les aérosols, c'est les diluants de peinture, c'est le carburant, c'est les emballages souillés, les chiffons et solides imprégnés. Donc, tous ces déchets-là, aujourd'hui, ils peuvent être présents sur les ateliers. Mais bien évidemment, on peut trouver aussi des déchets qui sont non dangereux,
comme les cartons, le bois et les palettes, la ferraille. Donc, tous ces déchets-là, ils doivent faire l'objet d'un tri sélectif à la source et d'une collecte séparée. Donc, les déchets dangereux, en raison des risques qu'ils peuvent représenter pour la santé humaine et l'environnement, sont soumis à plusieurs règles très strictes. Donc, ils doivent avoir un emballage ou un conditionnement et un étiquetage spécifique. Le transport doit être conforme à la législation ADR. Il y a une interdiction de mélange avec toute autre substance ou objet. Il faut établir un suivi particulier grâce au bordereau de suivi de déchets qui permet de tracer le déchet et d'identifier les acteurs de sa gestion depuis le lieu de production jusqu'au lieu d'élimination. De tenir à la disposition de l'administration un registre des déchets qui doit être conservé pendant 3 ans. Les déchets dangereux nécessitent par ailleurs des installations spécifiques pour leur gestion. Donc, c'est les SIPE. C'est des installations classées pour la protection de l'environnement et c'est des installations dans lesquelles on traite les déchets dangereux. Alors moi, je vais juste faire une petite aparté. En tant que producteur du déchet, vous en êtes responsable jusqu'à l'élimination finale. Ça veut dire que, notamment sur le conditionnement, le pré-étiquetage, le BSD qui va maintenant passer dématérialisé, mais qui est signé par vous, c'est-à-dire que vous êtes garant, y compris pendant le transport. Ce n'est pas le prestataire qui est responsable du déchet pendant le transport, c'est vous et uniquement vous. C'est pour ça que s'il y a des mélanges ou si les conditionnements ne sont pas des conditionnements ADR ou si le chauffeur n'appose pas une étiquette qui permet de spécifier en fait le déchet, vous êtes responsable, et y compris sur les contrôles de la route. Donc, vous devez avoir une exigence très, très stricte à ce niveau-là. Donc, en ce qui concerne la gestion, enfin, le tri des déchets dangereux au niveau des ateliers, donc, ils doivent faire l'objet d'un emballage et ou d'un conditionnement, d'un étiquetage spécifique, sauf dérogation. Donc, aujourd'hui, nous, on met à disposition différents types de contenants en fonction du déchet dangereux à collecter ou à trier. Donc, par exemple, les fûts, c'est pour les huiles usagées. Les cuves, c'est pour les liquides de refroidissement. Pour les emballages souillés, aujourd'hui, on peut les mettre dans des saches spécifiques en plastique qui vont permettre de les séparer, de les trier séparément et de les collecter facilement. Alors, moi, je vais faire un focus sur les contenants. Donc, parce que c'est par retour d'expérience que je vous en parle. Un fût à ouverture totale ne peut pas prendre en charge des liquides. Et ce n'est pas parce que malheureusement, vous n'avez plus de fût à bombe que, par exemple, les mécaniciens vont commencer à remplir, je ne sais pas, des bloues, de liquide de refroidissement, un fût à ouverture totale. Ils seront non transportables en l'état. Et donc, en plus, vous allez perdre du temps parce que vous allez devoir, en fait, votre atelier va devoir pomper le fût pour le retransvaser dans un fût à ouverture totale. Donc, les fûts à ouverture totale, c'est uniquement pour les liquides, les fûts, pour les solides, et les fûts à bombe sont uniquement pour les liquides. Dans les sacs d'emballage souillés, où on conditionne ce que sont les bidons de 5 à 10 litres, les bidons doivent être obligatoirement refermés dans ces sacs-là. On ne jette pas le bidon. Pourquoi sans bouchon? Tout simplement parce que vous avez toujours une part résiduelle du liquide qui va se déposer au fond du sac et qui peut générer un accident. Donc, un accident soit à l'intérieur du camion, soit un accident effectivement lors de la collecte, soit un accident également sur site. Sur les bacs, que ce soit les bacs 600 litres ou 900 litres, à partir du moment où ils contiennent un déchet dangereux, ils doivent être automatiquement équipés d'un couvercle. Ils ne sont pas transportables sans couvercle, et y compris en termes de stockage dans vos ateliers. Sur les cuves à bonde, alors les cuves à bonde ou à ouverture totale, attention, ça c'est pareil par retour d'expérience. La cuve ne permet pas à aucun moment d'être une cuve d'huile usagée. Vos huiles usagées ou vos huiles neuves, comme les liquides de refroidissement en vrac, doivent disposer de cuves à double paroi.
Quand vous avez une cuve à bombe comme ça, ce sont des cuves qui sont déposées, mais uniquement agréées pour le transport en fait, du déchet. Mais à aucun moment, ce sont des cuves de stockage à proprement dit. Elles peuvent être également ouvertes pour y stocker des déchets dits dangereux. Alors, ça peut être de l'emballage souillé, ça peut être, dans certains cas, des filtres à huile. La cuve, elle est découpée par le haut, donc c'est une cuve à ouverture totale. Elle ne dispose pas de couvercle, mais elle a un suremballage qui s'appelle une sâche UN, qui, elle, est agréée au transport ADR et qui fait qu'en fait, l'emballage devient un emballage produit dangereux. Est-ce qu'il y a des questions sur ces parties techniques des contenants? Non, ça va. Ça va? D'accord. Ça, c'est pour les produits non dangereux. Oui. Et ça, c'est les contenants qu'on peut trouver au niveau des ateliers concernant les produits non dangereux, typiquement les bacs grillagés pour les pare-chocs et tout, enfin, les bacs pour les pare-brises, les bennes fermées pour le DIB ou le carton. Donc, au niveau d'un atelier ou d'un garage, on peut trouver différents types de contenants en fonction des déchets qui sont produits par l'atelier. Et de la place au sol. Oui, aussi. Et de la place au sol. Donc, ensuite, là, on passe à la partie pilotage du projet, de la mise en conformité et animation de plan de progrès. Là où je vais céder la parole à Winifred, ma collègue, qui va vous en parler plus en détail. Donc, là, c'est plus la partie pour commencer, c'est pour un rappel sur la REP, en fait, parce que, comme l'avait dit Winifred, aujourd'hui, le producteur des déchets, il est responsable de ces déchets jusqu'à l'élimination. Donc, il est amené à réaliser une caractérisation des déchets, les emballer, les conditionner et apposer un étiquetage à l'emballage, les traiter ou faire traiter les déchets par des installations dûment autorisées. Donc, cela implique qu'il ne faut pas mélanger, brûler à l'air libre ou abandonner les déchets dans les milieux naturels et respecter la réglementation régissant les mouvements transfrontaliers des déchets. Voilà. Donc, on ne brûle pas les palettes dans l'arrière-cour et on ne jette pas le liquide de refroidissement ou les huiles dans les bouches d'égout qui se situent à l'arrière-cour des garages. Donc, alors, il y en a qui vont être peut-être un peu offusqués, mais ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Alors, comment ça se passe dans le cas d'un pilotage pour la mise en place d'une gestion des déchets? Donc, chaque site, en amont, chaque site fait l'objet en fait d'un audit. Alors, quel que soit d'ailleurs le prestataire, pour que la mise en place et la gestion du déchet se passe bien, effectivement, il est indispensable de faire un audit. Cet audit va nous permettre en fait de recenser tout ce que sont déjà les besoins en termes de gestion et d'élimination des déchets. On va recenser également la volumétrie, on va recenser la typologie de l'atelier et les contenants à mettre à disposition. Et également recenser les déchets dits orphelins, donc des déchets qui à ce jour étaient méconnus des garages ou qui pensaient ne pas devoir retraiter. À partir de là, dans l'élaboration en fait du plan de progrès, on propose une mise en place donc optimisée en termes de budget et on va proposer également peut-être un retraitement des gisements un petit peu différent de ce que le site a l'habitude de faire pour premièrement générer d'une part des économies budgétaires. Mieux trier, c'est également quelquefois réduire son budget. Et d'autre part également, pour que le retraitement des déchets soit mieux disant en termes de valorisation. Comment ça se passe une fois qu'on a finalisé l'audit, qu'on vous a proposé un plan budgétaire? Tout simplement, on sélectionne en fait les prestataires qui correspondront au mieux à vos besoins et
pour la valorisation en fait des déchets, également pour la partie tarifaire, mais également pour la proximité géographique, pour réduire les temps de transport d'une part, et puis effectivement pour optimiser les temps de collecte. À partir de ce moment-là, une fois que les contenants sont déployés sur vos sites, on a des chefs de secteur qui viennent pour faire des sensibilisations donc, de chaque activité, qu'elle soit mécanique, carrosserie, le VN, le VO. Et également procéder en fait à des affichages plus une élaboration d'un guide de tri spécifique à votre activité. Également, on met en main notre extranet Honesty par rapport aux personnes qui sont en charge de la gestion des déchets. Et sur cet extranet, vous allez retrouver tout ce qui est la partie, donc, notamment facturation, audit de site, registre des déchets, BSD dématérialisé. Vous allez également retrouver la passerelle avec track déchets. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois? C'est aussi les registres. Ouais. Registres des déchets, les BSD. Oui, non, mais c'est tout sur l'extranet. Voilà. Après, ils pourront aussi passer leurs commandes pour la récupération des déchets. Donc, et après, c'est vrai que bon, nous, en tant qu'intégrateurs, la particularité, c'est que quand on signe effectivement des contrats avec nos clients, le client est engagé avec nous, mais il n'est engagé nullement avec le prestataire ou les prestataires qu'on met sur place. Donc, l'avantage, c'est que s'il y a un prestataire qui ne convient pas, soit parce qu'il ne respecte pas les règles du site, soit parce qu'il collecte de façon impropre, on le change immédiatement. Voilà, donc on a développé, quand on est passé de Servipack à Ubency, on a renforcé nos équipes. Aujourd'hui, on a décidé que donc, nos chargés de compte seraient des chargés de compte uniques entièrement dédiés soit aux plaques, soit au réseau. Vous avez également maintenant donc, un directeur commercial, vous avez la partie responsable développement commercial spécifique déchets dangereux automotive. On a également des chefs de marché donc, qui maintenant visitent les sites. Alors, j'entends, quand je dis visiter les sites, c'est vraiment pour faire une mise au point, pour comment dire, remettre à plat un dispositif qui serait dysfonctionnant, mais à aucun moment ce n'est pour déclencher des collectes intempestives. Voilà. Et nous avons également donc, des RSE, donc une chef RSE qui est Mouna et Anne Cassagnavière, une responsable RSE qui permet effectivement de piloter les projets automotifs. Alors, c'est un petit peu redondant, donc on va passer à l'autre. Alors, pareil, donc on crée en fait des signalétiques spécifiques à vos sites pour répondre parfaitement aux besoins en fait des collaborateurs qui y travaillent. Donc, on a des affichages. On va peut-être passer sur l'autre. Voilà. On a des affichages qui vont permettre de façon assez ludique, on va dire, d'appréhender la gestion et le geste de tri. Donc, soit déjà par le pictogramme, par le nom du déchet qui est systématiquement affiché et par ce qui est autorisé de déposer dans le contenant et ce qui est formellement interdit. Également, pour accompagner le tout, on crée en fait des guides de tri, pareil, spécifiques à l'activité pour la mécanique, pour la carrosserie, où ils peuvent effectivement retrouver l'ensemble des déchets qui sont à retraiter et pareil, le geste de tri et ce qui est formellement interdit de faire. Alors, on a mis également au point des dispositifs, différents dispositifs que sont les attestations de sensibilisation. Alors, elles sont importantes. Pourquoi ?
parce que lorsqu'un chef de secteur va venir sensibiliser les compagnons, on fournit toujours donc un double de cette attestation qui permet effectivement, lorsque vous procédez à des entretiens avec les équipes, de leur rappeler leur devoir de gestion du déchet et de gestes de tri. Il y a également des enquêtes maintenant de satisfaction qui sont envoyées de façon aléatoire et qui sont faites systématiquement lors d'une visite de site. Le but en fait de ces enquêtes de satisfaction, c'est de vérifier que les outils qui sont mis à disposition en fait des sites sont bien fonctionnent correctement d'une part, qu'il y ait une bonne interactivité avec la chargée de compte, que le suivi et les prestataires fonctionnent bien avec le site. L'analyse de ces retours permet en fait pour nous de mettre en place des axes d'amélioration s'il y a besoin pour offrir en fait une prestation de qualité à l'ensemble de nos clients. Et bien évidemment, ces enquêtes aussi, elles sont dédiées au site. Et donc, du coup, les adresses à la demande, uniquement bien sûr à la demande par mail et uniquement à des responsables que sont les responsables après-vente, ça peut être des acheteurs, des QSE, RSE, voilà, ou des services qualité dédiés. On a également, donc bien évidemment, pour accompagner les audits, une fiche d'audit. Alors, cette fiche d'audit, elle est assez simple puisqu'elle va recenser les les gisements, les volumes que vous générez à l'année, le prestataire que vous avez actuellement en place et les besoins spécifiques de contenants et les nouveaux dispositifs peut-être à prévoir. Et cette fiche d'audit, elle peut également être entre guillemets en auto-audit parce qu'elle est assez simple d'utilisation et ça permet aussi qui quelquefois ont le sentiment que leur mise en place n'est pas forcément fonctionnelle, de revérifier et de compiler rapidement avec eux. On a créé un process de visite dédié à nos équipes qui interviennent sur vos sites. Ce process est extrêmement normé et destiné intégralement à la visite en fait, des activités de l'auto. Et ça permet d'intégrer donc des process donc identiques à chacun de nos sites clients. Voilà, il n'y a pas de divergence d'un site à l'autre, d'une plaque ou d'un réseau à un autre. Tout le monde a la meilleure qualité de service qu'il soit. Voilà. L'objectif du rapport de visite, alors consécutivement à une visite, quoi qu'il arrive, même si c'est une visite uniquement de courtoisie, il y a systématiquement un rapport de visite qui est déclenché que vous retrouvez sur notre plateforme extranet. Ce rapport de visite, il est envoyé en moyenne 48 à 72 heures donc après l'intervention d'un chef de secteur. Ça permet de formaliser les points évoqués donc avec la personne qui a été rencontrée donc, sur place, de remonter les éventuelles difficultés et également de signifier des solutions à mettre en place ou à envisager. Notifier des actions qui ont été menées sur place, comme par exemple la mise en place d'affichage, sensibilisation, aide aux dispositifs, nettoyage de la zone, ça peut arriver. Informer également, échanger avec votre chargée de compte pour qu'elle ait en fait une passerelle et une visibilité, puisqu'elle ne fait que la partie administrative, elle ne voit pas votre site et ça lui permet d'avoir une photographie de votre site. Alors, consécutivement à ça, on a développé un label, une labellisation. Donc, cette labellisation, attention, l'attribution de ce label est un label qui suit un certain nombre de principes normés, mais par contre, à aucun moment, c'est une labellisation reconnue d'un point de vue légal. Il est complètement interne à Ubency. Bien que nous soyons en discussion peut-être pour créer une labellisation reconnue. Ceci étant, donc ce label, il est décerné donc aux plaques, aux réseaux qui le souhaitent, qui souhaitent participer selon un certain nombre de questionnaires qui sont donc sur, entre autres, bien évidemment,
sur la séparation des gisements, le nombre de gisements qui sont traités par les sites, l'optimisation sur la valorisation ou la régénération des déchets souhaités, tout ce que sont les parties également, donc hydrocurage, pompage des huiles. On intègre également les certifications par rapport à un questionnaire de connaissances vis-à-vis des compagnons sur le déchet. Enfin, ça intègre un certain nombre d'éléments. Voilà. Bon, après, voilà. Donc, comme toute labellisation, nous, on a décidé de la faire à 3 niveaux. Il y en a qui la font à 4 niveaux, bronze, silver, gold. Et cette attribution, justement, elle est faite par rapport à un audit spécifique et elle est délivrée chaque année à chaque site. Donc, je reviens juste sur ce qu'avait dit Winifred. C'est vraiment pour vous montrer à quel point il est important de mettre en place une véritable gestion des déchets dangereux en suivant un process bien déterminé pour être sûr que derrière, les déchets dangereux, ils sont dans les bons contenants, collectés dans les bonnes conditions et que vous ayez tous les éléments de traçabilité pour la gestion de vos déchets. Donc, nous, on vous montre aujourd'hui le process qui est utilisé par Ubency. On estime qu'il y a un process complet parce que, étant donné notre expérience dans la gestion de déchets dangereux, parce que initialement, Ubency, qui était servi par Xalazi, notre cœur d'activité, c'était la gestion des déchets des relais Total, voilà, qui est notre client historique. Et donc, c'était l'objectif de vraiment processer cette gestion de projet ou de pilotage de projet pour s'assurer que les déchets ne finissent pas dans la nature, qu'ils soient orientés vers les bons exutoires de traitement des déchets dangereux. Après, les différents process qu'on a mis en place, ce sont des process qui sont liés à l'expérience garage, on va dire, d'une part, et l'expérience prestataire, puisqu'aujourd'hui, nous, on travaille à peu près avec 400 prestataires sur l'ensemble du périmètre national. Donc, on a quand même une expérience qui nourrit justement par tous les aléas qui peuvent être, comment dire, qui peuvent arriver sur les sites et également sur toute la partie garage où aujourd'hui, il faut savoir que les garages ont un défaut d'image qui sont liés au fait que ce sont des pollueurs et c'est ce que je répète régulièrement. Il faut savoir que malgré cela, les garages ont la chance d'avoir un certain nombre de déchets dangereux qui bénéficient d'une valorisation, voire d'une régénération. Donc au final, le garage qui trie bien est plutôt propre d'un point de vue environnemental. Du coup, on va passer sur la partie témoignage. On attend l'arrivée de notre client qui va vous présenter son retour d'expérience. Sinon, on va... Si vous avez des questions en attendant que M. Sturb arrive, n'hésitez pas du coup à les poser à Ubency. Donc une personne qui a une expérience professionnelle assez riche. Il est issu du Garac. Il a travaillé en atelier en tant que compagnon Ecotech. Puis, il a été responsable après-vente carrosserie et mécanique pour le groupe Priod.
Ensuite, il a été coordinateur après-vente, donc il a piloté un certain nombre de concessions pour le groupe Morin. Le groupe Morin, c'est vrai que c'est un de nos clients, c'est un gros client, puisqu'aujourd'hui, c'est 200 concessions périmètre Europe. Il a intégré le retail, donc PSA Retail, en tant que directeur retail Nanterre. À ce titre-là, c'est un client qui connaît extrêmement bien le déchet, qui l'anime énormément au sein de qui l'a animé, qui l'anime encore aujourd'hui énormément au sein de ses différents sites. Et son exigence à l'égard en fait de ses compagnons sur la gestion des déchets a été quelque chose, qui lui a permis déjà de maîtriser d'une part son budget et d'avoir des ateliers propres. Donc, le déchet, c'est pas des ateliers propres en termes de gestion des déchets, c'est pas une fatalité, c'est le fait qu'en fait, il y a une récurrence du message qui est quasi quotidien pour arriver à ce résultat-là. Et donc, du coup, c'est un client qui est effectivement extrêmement exigeant, pour lequel il y a eu des dispositifs à revoir. C'est pour ça qu'on lui a effectivement demandé. Il a eu des prestataires différents. Il n'a pas eu Bency, bien évidemment. Et donc, du coup, c'est pour ça que son témoignage était intéressant. Mais je pense qu'il doit être retenu par ailleurs. Et on va essayer de le rappeler et passer peut-être un centre de traitement en attendant. Oui. Et du coup, on vous propose de vous parler du recyclage des déchets. En attendant que M. Strub se connecte. Donc, le recyclage des déchets dangereux passe par une hiérarchie de traitement qui est quasiment la même pour tous les déchets qu'on gère aujourd'hui. Donc, et qui passe par différentes filières. Donc, aujourd'hui, les modes de traitement, on a principalement deux modes, la valorisation et l'élimination. Donc, dans la valorisation, il y a la valorisation matière, donc, qui se décline en recyclage, réutilisation, régénération et compostage, ou bien rendement, conversion en combustible. Sinon, la valorisation, elle peut également être une valorisation énergétique. Donc, incinération avec valorisation énergétique, c'est-à-dire que le déchet, par exemple, typiquement les emballages souillés qu'on n'arrive pas vraiment à valoriser, à récupérer la matière la matière de l'emballage, c'est-à-dire par exemple un emballage souillé en plastique. En fait, quand on n'arrive pas à le traiter, on l'envoie en valorisation énergétique. Et il sert de carburant pour alimenter les incinérateurs, pour que derrière, on puisse récupérer de l'énergie pour le chauffage. Donc, sinon, après, mis à part la valorisation, nous avons tout ce qui est élimination des déchets. Donc, stockage, c'est typiquement l'enfouissement des déchets, mais on ne le fait pas, c'est interdit pour les déchets dangereux, mais c'est plus pour les déchets non dangereux. Et incinération sans valorisation énergétique, c'est-à-dire que le site d'incinération, il n'a pas le dispositif nécessaire pour récupérer l'énergie derrière. Donc, tout en sachant que toutes les installations de traitement de déchets dangereux, ainsi que les installations de tri, transit, regroupement, sont des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vous montrer un exemple d'un de nos partenaires pour le tri des déchets dangereux. Donc, c'est le centre de traitement de déchets dangereux Valortech à Rognac. Donc, c'est une plateforme de regroupement et de valorisation qui a été conçue pour apporter des solutions éco-responsables de recyclage des déchets dangereux solides et liquides. Donc, elle a une superficie de 26 000 m² et le centre de traitement des déchets dangereux offre une capacité de traitement de 70 000 tonnes de déchets dangereux par an.
Donc, dans ce centre-là, on peut trouver différents modes de traitement, donc des traitements physiques, chimiques, physico-chimiques, biologiques et thermiques. Donc, alors, si on a souhaité en fait vous montrer une plateforme, enfin il y en a plein, hein, et on a montré Valortec, mais il y en a plein d'autres, hein, sauf que toutes ne veulent pas forcément ouvrir leurs portes pour des raisons stratégiques. Essentiellement, c'est pour que vous compreniez que derrière votre déchet sous-tend des machines-outils et des process qui sont assez lourds. Donc, quand on ne fait pas le tri correctement, non seulement on met en péril les machines-outils, mais également les personnes qui travaillent sur site. Donc, exemple type, souvent on retrouve des cartouches de gaz dans les filtres à huile. Imaginez bien que la petite cartouche de gaz, quand elle arrive au broyeur, ça ne se passe pas forcément bien, y compris pour les gens qui sont autour. Donc, ça, c'est pareil. Faut savoir que quand vos contenants arrivent sur site, ils sont étiquetés, identifiés. Si derrière, je ne sais pas, il y a une machine-outil qui est cassée, détériorée ou endommagée par un de vos déchets, vous en êtes également responsable, y compris la mise à feu. Hein. Donc, c'est important quand même de le souligner. Et le fait de vous montrer aussi cette vidéo, écoutez, c'est pour vous permettre également de visualiser l'ensemble et, entre guillemets, tous les process, l'ensemble des process qui sont déployés pour le traitement de vos déchets. Sachez également que lorsqu'il y a, par exemple, des QSE ou des directeurs après-vente qui souhaitent visiter des centres de traitement ICPE, c'est possible. Voilà. Il y en a qui organisent des visites pour bien se rendre compte un petit peu des enjeux. Je ne sais pas si vous voyez mon écran avec la vidéo. Oui, on voit bien. Très bien. Valortec est un centre de traitement des déchets du groupe Ortec. Depuis plus de 10 ans, la plateforme est spécialisée dans le regroupement, le pré-traitement et la valorisation des déchets dangereux, solides et liquides. Étendues sur plus de 3 hectares, les installations de Valortec peuvent recevoir chaque année jusqu'à 40 000 tonnes de déchets. Au travers des services de conseil, collecte, regroupement, optimisation, pré-traitement et valorisation, Valortec propose un accompagnement complet aux producteurs des déchets dangereux. Le centre de traitement Valortec est un site classé pour la protection de l'environnement au titre des installations classées et bénéficie d'un régime sous douane d'entreprises exercées pour la réception, le stockage et la revente de combustibles pétroliers. Idéalement située au confluent des principaux axes routiers, la plateforme se trouve à proximité de l'étang de Berre et du grand port maritime de Marseille, offrant un accès facile et direct par voie terrestre et maritime. Valortec est ainsi en mesure d'acheminer et traiter facilement les déchets en provenance de France comme de l'international. L'offre de services Valortec s'adresse aux industriels, collectivités, PME, collecteurs et acteurs des services à l'environnement. La plateforme prend en charge les déchets dangereux issus de leurs activités, résidus liquides multiphase hydrocarburés, déchets dangereux diffus, résidus pâteux, résidus solides, emballages souillés ainsi que solvants chlorés et non chlorés. Au cœur du site, le laboratoire joue un rôle stratégique. Il intervient dans toutes les phases de la prise en charge du déchet, depuis sa réception jusqu'à sa valorisation. Acceptation, vérification du process et validation du produit valorisé. Le laboratoire garantit le respect des contraintes réglementaires et la fiabilité des procédés de production. Les matériaux et emballages souillés, pots de peinture, produits corrosifs, solvants, phytosanitaires, aérosols et nombreux autres déchets sont réceptionnés sur le secteur des déchets dangereux solides. Valortec offre de nombreuses possibilités de déchargement, y compris pour les conteneurs maritimes en provenance de l'international. Après avoir été réceptionnés, les déchets conditionnés sont analysés par une équipe de chimistes, puis triés et pré-traités par neutralisation, regroupement ou broyage. Les déchets reconditionnés par catégorie chimique sont ensuite stockés à l'intérieur de bâtiments adaptés avant d'être expédiés vers des filières de valorisation. Valortec dispose d'un broyeur permettant de valoriser les emballages et matériaux souillés. Cette unité est capable de réduire le volume des déchets, de trier et de séparer les flux de matières valorisables.
Sur le secteur des déchets liquides, les pâteux et résidus liquides multiphases hydrocarburés sont déchargés par pompage ou de façon gravitaire, puis pré-traités avant d'être transférés en cuves de stockage. Soumis à un dégrillage, puis à un dessablage, ils sont séparés des corps étrangers et des particules lourdes. Les déchets liquides hydrocarburés sont ensuite transférés sur un décanteur centrifuge 3 phases permettant de séparer les corps liquides, l'eau et les hydrocarbures. Un traitement de finition est assuré par une centrifugeuse verticale permettant de séparer l'eau et l'huile afin de délivrer un combustible de substitution respectant les spécifications douanières avant de le remettre sur le marché des produits énergétiques. Les eaux souillées, issues du traitement des déchets liquides, sont traitées en plusieurs étapes successives, au travers des séparateurs, des systèmes de coagulation-flocculation et enfin des réacteurs biologiques. Ces traitements permettent de rejeter une eau épurée répondant aux normes de rejet du site. Grâce à ces process et installations modernes, Valortec assure une valorisation maximale des déchets. Les déchets dangereux conditionnés sont valorisés jusqu'à 75%. Quant aux déchets liquides hydrocarburés, 50% sont valorisés en combustible et 50% sont traités biologiquement. Chaque année, Valortec fournit à ses clients plus de 11 000 tonnes de combustible de substitution produits à partir des déchets réceptionnés sur la plateforme. Valortec est un centre de traitement responsable maîtrisant l'impact de ses activités sur l'environnement. Le respect des réglementations en vigueur ainsi que la sécurisation des installations et des process de production ont pour objectif de garantir des services de qualité tout en restant respectueux de l'environnement. Grâce à ses procédures et à son logiciel spécifiquement développé pour cette tâche, la plateforme garantit une parfaite traçabilité des produits pris en charge sur le site. Depuis l'émission des bordereaux de suivi des déchets, l'ensemble des informations liées aux produits sont retracées jusqu'à leur élimination. Digitalisé, le suivi de l'ensemble des étapes de traitement des déchets est précis et instantané. Les registres des réceptions, traitements et des sorties sont tenus à jour afin de répondre à toutes les exigences de l'administration. Toute l'organisation de son exploitation a été conçue pour garantir aux usagers un maximum de réactivité administrative, commerciale ou opérationnelle. Rigoureux et responsable, Valortec est un partenaire de choix pour la prise en charge globale de vos déchets dangereux. Expert dans l'ensemble des étapes de traitement des produits, Valortec assure des prestations de qualité dans le respect des exigences sécurité. Dotée d'installations modernes, la plateforme utilise des process nouvelle génération qui garantissent une valorisation maximale des matières, une parfaite maîtrise des coûts associés et le respect de l'environnement. J'espère que vous avez bien entendu le son de la vidéo parce que c'était fort intéressant, toute l'explication de comment ça se passe au niveau du centre de traitement Valortec pour les différents exemples de déchets dangereux qui sont traités sur site. Oui, on a bien entendu le son, pas de souci. Très bien. Eh bien, du coup, je passe la parole à Monsieur Johan Strub, qui a été présenté par Winifred pour nous faire part de son expérience en gestion de déchets dangereux. Bienvenue, Monsieur Strub. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vais juste activer la caméra au moins qu'on me voit. Merci pour l'invitation. Je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Johan Strub, je suis le directeur de PSA Retail Nanterre et également directeur après-vente de la plaque Ouest parisienne. Donc, je suis directeur après-vente de PRPO. Le but de mon intervention aujourd'hui, c'était de vous faire partager mon expérience quant à la partie retraitement des déchets liée à l'activité après-vente, pardon. Ce n'est pas une mince affaire, hein, surtout liée avec nos compagnons à l'atelier, puisque c'est une chose initialement sur laquelle ils n'en voient pas l'intérêt, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on demande à nos différents productifs
Comme son nom l'indique, c'est de produire des heures et de générer des heures achetées et d'avoir des notions de rendement, de productivité. Et la notion retraitement des déchets, c'est un élément qui est, qui est totalement étranger dans leur gestion, dans leurs tâches au quotidien, puisque ce n'était jusqu'à maintenant pas prévu au niveau de leur formation initiale quand ils sont dans les différents lycées professionnels ou CFA. C'est des choses qui commencent à arriver, où il y a une sensibilisation aujourd'hui qui est faite en amont dans les lycées. J'étais avec un intervenant du GARAC il y a une quinzaine de jours et il m'expliquait justement qu'aujourd'hui, on éduquait, donc je parle bien d'éducation, des plus jeunes et de nos apprentis, nos mécaniciens et carrossiers de demain, au retraitement des déchets. J'ai eu, de par mes fonctions, plusieurs sites en gestion depuis ces 10 dernières années, sur lesquels le problème du déchet revenait sans cesse, puisqu'il n'y avait aucune gestion à proprement parler. J'ai travaillé avec un concurrent du Bensi pendant quelques années, qui avait une façon, une méthode d'approche commerciale qui était différente de celle de Bensi, où on était plus, je dirais, on subissait plus la partie prestation déchets, et derrière, ça générait des facturations qui étaient assez importantes. Au niveau de la facturation, moi, ce que j'ai pu remarquer de mon expérience, c'est que j'ai eu bon nombre d'ateliers qui ne pratiquaient pas la refacturation des déchets. Donc, c'est une des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Et là, je parle de mon expérience propre, puisque avant PS Heritage, je travaillais pour l'investisseur privé qui est le groupe Morin, sur lequel j'avais la coordination des ateliers en région parisienne, à savoir 10 sites, 10 concessions Renault, et les ateliers d'Auvergne, à savoir 6 sites en Auvergne. 6 sites Mercedes, en Auvergne. Sur ces sites-là, malgré qu'on eût été sur des gros sites avec des gros volumes d'heures, donc des gros volumes de déchets, la refacturation n'était pas systématique. Donc, c'est une des choses qu'il faut veiller et être vigilant sur la bonne refacturation des déchets, puisqu'on a l'autorisation, et je sais que pour le coup, Ubensi m'avait aidé à la mise en place de la partie refacturation. Quoi vous dire d'autre ? Je suis un peu à court. Le micro est coupé chez vous. Ah mince, le micro. Oui, ça y est, c'est bon. Comment s'organise, pour vous, quelle a été vraiment la plus-value apportée peut-être par Ubensi, contrairement à un prestataire qui fonctionne en direct avec vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez mesuré en termes d'avantages? L'optimisation des déchets. Moi, j'ai travaillé avec je ne sais pas si je peux le citer, l'autre prestataire. Non, on va éviter. On va éviter. Bon, j'ai travaillé avec un autre prestataire sur lequel j'avais un commercial qui passait me voir régulièrement sur les sites. Et j'avais bien compris que son intérêt était de générer du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, l'avantage que j'ai eu, en tout cas moi, avec Ubensi, sur mon précédent poste, c'est que derrière, on avait la maîtrise et nous occupions des demandes d'enlèvement et de rotation de bennes, de bacs et ainsi de suite. Donc, on travaillait réellement au plus juste. Et la demande de bac, si je prenais l'exemple d'un bac 600 ou un bac 900 litres, la demande était faite à partir du moment où celui-ci était plein. Il n'y avait pas de demande par anticipation, chose que j'ai pu remarquer avec d'autres prestataires, du coup, vu qu'on ne va pas les citer. Donc, l'optimisation, en tout cas, moi, pour ma part, l'objectif dans mon poste était d'arriver à l'équilibre, hein, qui n'est pas forcément évident à faire, bien entendu, entre le coût, entre ce que représente la charge des déchets et le coût de la refacturation. Mais le but, c'était de s'en rapprocher. Et là, pour le coup, l'exercice avec Ubensi, avec le portail, avec Honesty qui nous avait été mis à dispo, nous avions la maîtrise des demandes d'enlèvement et de ce fait-là, on maîtrisait cette charge qui nous a imputée mensuellement. Le deuxième point sur lequel
on a également, et j'avais également une vigilance extrême, c'est quant à la sensibilisation des collaborateurs. Le problème que nous rencontrons aujourd'hui dans les différents ateliers, comme je vous le disais au tout début de mon intervention, c'est qu'on a des personnes qui sont là, qui produisent des heures mécaniques ou carrosserie, qui sont là pour travailler sur les véhicules. Et pour eux, la différence entre du matériel souillé, du carton et ainsi de suite, pour eux, ils ne voient pas forcément la différence. En tout cas, d'eux-mêmes, ils n'iront pas chercher cette différence-là. Donc, le but, c'est d'avoir aussi un accompagnement, et c'est l'accompagnement que j'avais eu avec Ubency, un coaching après au quotidien. Donc, ça, après, c'est clairement le job des chefs d'équipe, puisque dans les ateliers, on organise suivant les marques, on appelle ça différemment. Alors, on appelle ça des 6 points 6 minutes, des 10-10, enfin bon, le brief quotidien du chef d'équipe avec ses productifs, et c'est d'avoir une sensibilisation quotidienne sur le retraitement des déchets, puisque le problème qu'on a et qu'on a eu et qu'on aura, j'espère pas, mais qu'on risque à un moment ou un autre de avoir, c'est le déclassement. Aujourd'hui, on peut se baser sur un tarif de retraitement d'un déchet à X euros la tonne. La problématique vient le jour où on est déclassé. Le jour où on est déclassé parce que le tri en amont n'a pas été fait. Pour le coup, ce n'est pas de la responsabilité de notre prestataire, c'est la nôtre de responsabilité, puisque le prestataire est là pour nous accompagner, nous aiguiller, nous donner la ligne directrice. Et je dirais qu'après, c'est à nos salariés, à nos chefs d'équipe ou à nos responsables après-vente de faire le boulot du quotidien afin d'éviter d'avoir le déclassement, puisqu'un déclassement peut coûter extrêmement cher. On a eu un cas il y a quelques mois de cela sur une benne sur un site du Var. Qui plus est un contrôle des DREAL. Enfin bon, là, on a eu la totale sur ce dossier-là. Donc, faut considérer aujourd'hui le déchet. C'est une charge que nous avons aujourd'hui dans l'intégralité de nos activités après-vente et qui doit être mis aujourd'hui sur la table, à mon sens, parce qu'on peut clairement optimiser celle-ci. En tout cas, voilà. Essayer d'atteindre l'équilibre. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que au cours de vos différentes fonctions, est-ce que vous avez été à plusieurs reprises, on va dire ça, contrôlé au titre de la gestion de vos déchets? Parce que, alors pourquoi ma question? Parce que très souvent, on entend les garages qui disent « Oh non, bon non, les contrôles, non, c'est une vue de l'esprit. » Jamais contrôlé, etc. Vu que vous étiez dans un secteur privé avec un nombre de concessions importantes. Ouais. Écoutez, voilà, vous avez été contrôlé. Le dernier contrôle des DREAL date de 4 mois, 5 mois, sur une benne. Début juillet. Début juillet, donc oui, donc non, il y a 3 mois. Et donc une benne qui a été déclassée et les DREAL nous ont mis dans un premier temps devant le fait accompli sur une amende qui s'élevait de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on était à 70 ou 75 000 euros d'amende. C'est ça. De mémoire, c'était ça. 70 000 euros d'amende ont été demandés, ouais. Voilà, donc… Et juste parce que, en fait, alors nous, c'est vrai que dans notre fonction Ubency, on a accompagné le sujet. On n'a pas laissé le groupe tout seul face à cette problématique, bien qu'ils sont producteurs des déchets, ils en sont responsables. Donc, les DREAL nous ont fait quand même une notification de fin de non-recevoir, en nous expliquant que nous, en tant qu'Ubency, on avait fait notre travail et que le producteur devait assumer sa responsabilité. On n'a quand même pas lâché. Le sujet, ça fait partie, on a accompagné effectivement sur ce dernier point parce qu'il était très litigieux, le groupe Morin, mais en fait le contrôle il a été tout simple, c'est parce qu'ils ont retrouvé des papiers dans une benne DIB. Voilà, c'était aussi simple, il y a quelqu'un qui a dû jeter quelques cartons d'archives, alors bien sûr c'était pas… Enfin, il y avait un certain nombre de cartons, mais ce n'était pas non plus un déstockage d'archives. Quand la benne est arrivée sur le centre de traitement, qui est un centre de traitement Veolia, les DREAL étaient là, ils ont juste eu à se baisser et regarder le nom du site concerné. Voilà, photo à l'appui, etc., convocation, tribunal, proposition de prison avec sursis pour le patron, tout.
Donc ça, c'était un contrôle, il y en a eu d'autres. Et en ce moment, effectivement, il y a des déclenchements de contrôle via des audits faits par l'INSEE. Voilà, sur les volumes de déchets produits, puisque c'est en amont de traque déchets qui va être en place au 1er janvier. De toute façon, enfin, je pense que dans les mois qui viennent, on est dans un secteur sur lequel on a une étiquette de pollueur. Lié au secteur de l'automobile, on se donne une image verte avec les véhicules électriques, ce qui est bien. Les véhicules électriques, c'est pareil. J'ai rencontré aussi des problèmes sur la partie retraitement des déchets. Je me suis retrouvé avec des véhicules accidentés, économiquement non réparables, sur lesquels je n'avais aucune solution de la part du constructeur. Là, en l'occurrence, c'était Renault. Sur le retraitement de la batterie. Je ne savais pas quoi en faire. Donc, il est certain qu'aujourd'hui, à mon sens, on est dans un secteur avec une étiquette de pollueur, et je pense qu'on sera de toute façon, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, de plus en plus contrôlé. Ça, c'est ce que je pense. Nous le serons, ça c'est certain. L'État nous a accompagnés pendant plusieurs mois liés au chômage partiel, liés au contexte sanitaire. Je pense que les différentes aides qui nous ont été attribuées, ils risqueraient, enfin, je pense qu'à un moment ou un autre, on sera de plus en plus contrôlé là-dessus, puisque tout le monde, enfin, la plupart des garages que j'ai été amené à visiter et à auditer sur les reprises d'activité à l'époque où je travaillais pour le groupe Morin, la plupart des concessions aujourd'hui ne sont pas entrées, en tout cas au niveau du retraitement des déchets. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être avant qu'on libère M. Strub? Une question. Ça semblait bien sage, hein. Ouais, c'est. Bon, bah écoutez, visiblement. Il y a Reynald, tu avais une question peut-être? Ah non, aucune question, je disais que c'était très clair. D'accord, ok. On est déjà sur ce chemin-là chez nous depuis quelque temps, et bon, c'est vrai qu'après, il faut changer les mentalités. Dans certains garages, il y a eu des habitudes qui sont créées, mais c'est un sujet qui est travaillé chez nous en interne depuis déjà une dizaine d'années. Ok, parfait. Bah, écoutez, Monsieur Strub, merci pour votre intervention. Bah, si vous souhaitez rester avec nous, vous pouvez, mais je crois que par ailleurs, vous avez des réunions, c'est ça? Effectivement, j'ai un planning assez dense. Je vous remercie. Merci d'avoir pu être avec nous ce matin. Je vous en prie. Bon, bah, écoutez, excellente journée. Au revoir. Bonne journée à toutes et tous. Au revoir. Donc, c'est vrai que pour compléter un petit peu le témoignage de Monsieur Strub, par exemple, lors des visites de sites qui ont été réalisées par les chefs de secteur, on a recensé en fait tous les besoins de ce que l'on appelle des connexes pour les mettre, on partait de loin, hein, très honnêtement dans le groupe, pour les mettre à niveau, donc c'est-à-dire rétention, entonnoir de fût, toute cuve double pot pour certains sites. C'est un accompagnement en fait spécifique. On est parti vraiment de la base, puisque on avait même des sites où tout finissait pour ceux qui avaient la poubelle de la commune, tout partait à la poubelle de la commune. Donc avec pas de BSD depuis des années, voilà. Donc ça, c'est notre rôle aussi. On n'a pas qu'un rôle de collecteur, entre guillemets. C'est vrai qu'on sous-traite donc les prestations que sont la collecte et le traitement, mais également, on vérifie que les prestataires qui travaillent avec nous, donc est bien déjà premièrement la certification ADR, on vérifie la qualité des prestations, la qualité de service, la qualité des camions, on vérifie que leur centre, là où ils vont décharger, ils déchargent bien dans le bon centre. On vérifie la traçabilité sur les BSD. On recense également toute la partie BSD qu'on fait remonter au niveau de votre registre déchets. On tient à votre place ce fameux registre déchets qui est donc dématérialisé via l'application Honesty. On vous aide chaque année à la refacturation,
puisqu'on va recenser en fait tous les gisements et on va leur donner vous n'avez plus qu'à appliquer derrière votre taux en fait pour générer votre facturation pour la mécanique et la carrosserie. Donc, c'est vraiment un accompagnement sur mesure. On crée également des filières spécifiques. Quand Monsieur Strub a parlé en fait des batteries, effectivement, les premières batteries électriques, il s'est retrouvé avec des batteries, on ne savait pas comment les traiter, il n'y avait pas vraiment de filière. Nous, on a interrogé, on a été recherché pour trouver des solutions pour effectivement collecter au plus vite donc les batteries. Donc, on a trouvé effectivement une filière et maintenant, on a développé également une offre pour ces fameuses batteries électriques. Et on a vérifié que le collecteur et le centre qui faisait ça avaient bien les agréments et les décrets nécessaires pour le retraitement de ces batteries. On a également créé une filière spécifique pour les airbags, puisque aujourd'hui, certainement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un rappel important des airbags Takata. Aujourd'hui, il y avait quelques collecteurs d'airbags, mais il n'y avait pas de filière dédiée au retraitement de ces airbags. Bon, on a tout simplement généré un partenariat avec un centre de traitement qui est tout simplement chez nos amis anglais, pour lequel on a généré en fait toute une collecte au national sur tous les constructeurs qui nous ont sollicités, donc une collecte au national avec des plateformes de regroupement qu'on a ouvertes en France et un pont maritime qui ramène avec les normes de l'ADR, les airbags via nos amis anglais qui nous assurent la destruction et l'émission du BSD. Voilà. On est capable aujourd'hui de faire du sur-mesure pour les déchets de l'auto. Est-ce qu'il y a des petites questions? Pas spécialement. Est-ce que vous avez des questions pour Winifred ou sur le contenu de la présentation ou des questions d'ordre technique Ouais. ou peut-être des difficultés que vous êtes amenés à rencontrer sur votre site ou des interrogations que vous avez et pour lesquelles vous n'avez pas aujourd'hui spécifiquement de réponse? Non, pas particulièrement. Merci. C'est très clair en tout cas. Écoutez, très bien. Je pense que… Est-ce qu'il y avait autre chose à… Nous, de notre côté, en tout cas, c'est bon. Benjamin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais du coup, s'il n'y a pas de questions… S'il n'y a pas d'autres questions et que de votre côté, vous avez abordé tous les sujets, on va finir en avance. Hein, du coup, il n'y a pas de souci. Hein. Alors après, c'est vrai qu'il y a certainement d'autres sujets. On a fait quand même on a essayé de faire un condensé parce que l'auto, c'est quand même un vaste sujet. Il y a énormément de gisements dans le secteur de l'auto. Il y a des déchets qui sont de nouveaux déchets qui apparaissent au titre des nouvelles fabrications des constructeurs auto. Voilà, c'est un sujet assez vaste, assez dense, qui implique beaucoup les impacts législatifs. Donc, il faut faire très attention parce que là où je rejoins M. Strub et ce qu'on voit ces derniers temps, c'est qu'effectivement, l'auto est un petit peu dans l'œil du cyclone de notre État français. Et que les enjeux sont importants. Donc, les contrôles, certainement, seront plus importants sur les années à venir. Ne serait-ce que la plateforme Track Déchets qui est créée, elle n'est pas anodine. Hein, c'est ni plus ni moins qu'un traceur des déchets dangereux. Peut-être que dans les années à venir, il y aura également ça sur la partie des déchets non dangereux, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des déchets dangereux d'atelier, mais vous êtes aussi concerné par tout ce que sont la partie papier, les archives, par exemple, avec vous assurer de bien détruire vos archives via un certificat de destruction. Vous avez aussi le cafutage des pièces. Enfin, voilà, il y a énormément de sujets, déchets dans les garages. Voilà, donc c'est très vaste. On pourrait en parler pas mal d'heures. Maintenant, ça dépend des retours d'expérience de chacun et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur leur site.
Mais visiblement, je pense que tout le monde est bien. Ça a l'air bien clair Ça a pour l'air tout le monde. d'être clair, donc pas de problème. Ok. Céline, peut-être que toi, tu avais une question ou pareil, tout est clair aussi de ton côté? Non, très clair, la présentation était très claire, merci beaucoup. Après, j'ai juste une petite interrogation. Au début, vous disiez que le BSD c'était 3 ans, on est d'accord, sur les déchets dangereux, c'est 5 ans. Le BSD, c'est 5 ans, mais le registre des déchets, c'est 3 ans. Ah, ok, je pense que vous avez mis DSD. Ok, d'accord. Non, bah, c'est bon. Non, c'était bon, j'aimerais pour moi, c'était clair, il n'y a pas de souci. Et si on pouvait avoir les présentations, parce que la première, moi, je n'avais pas pu être présente également. Normalement, elle a été envoyée par Anne. Je ne sais pas si tu l'as. Ok, bon, bah, on l'envoie avec Céline. Ok. Ah, la toute première? Oui. Ok. Oui, on va s'en occuper. Pas de souci. Oui. Tout de suite, ouais, on va tout renvoyer, effectivement. On va tout renvoyer. Super. Parfait. Bon, bah, s'il n'y a plus d'autres questions, merci à tous de votre participation. Merci à UBNC pour cette présentation très claire et très enrichissante pour tous. Nos prochains ateliers, du coup, la semaine prochaine, on a un atelier avec Deepkey sur le reporting RSE et les ODD. Il sera suivi du coup par une deuxième séance pilotée par le Global Compact France le 23 novembre donc, sur les ODD. Et on a le 9 novembre aussi, du coup, un atelier sur l'allongement de la durée de vie, le réemploi, avec Best Drive qui interviendra pour présenter ses actions sur le rechappage des pneus. Voilà. Écoutez, merci à tous et je vous dis à Merci, très bonne bientôt. journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci, Au revoir. bonne journée. Au revoir.